Le 24 juillet 1915, le vapeur Prince Charles se balançait lourdement dans les vagues grises de l'Atlantique, à 140 milles au sud-ouest de l'Irlande. Ses plaques rouillées étaient couvertes de sel. Sa seule cheminée crachait la fumée noire d'un charbon de mauvaise qualité, digne d'un vieux cargo fatigué. À travers son périscope, le capitaine-lieutenant Otto Steinbranck, commandant de LU-36, l'observait attentivement. 373 tonnes, peut-être 8 nœuds au maximum, sur l'eau est vide, totalement sans défense. Le protocole standard exigeait qu'il fasse surface et la coule au canon plutôt que de gaspiller une précieuse torpille contre une proie aussi insignifiante. Ce que Steinbranck ne pouvait pas voir sous ses planches de pont usées, c'était 4 canons de 12 livres. Leur servant était accroupi en silence, dirigé par un officier de marine nommé Gordon Campbell, qui avait passé des mois à entraîner ses hommes précisément pour ce moment. Lorsque LU-36 fit surface à 800 yards du travers bâbord, Prince Charles fit tomber ses fausses parois et les canons de Campbell ouvrirent le feu. La première salve atteignit sa cible. La tourelle de commandement du sous-marin fut touchée 2 fois avant qu'il ne puisse replonger. Il refit surface, mortellement endommagé, 35 minutes plus tard. Les canonniers de Campbell l'atteignirent de nouveau. LU-36 coula avec tout son équipage. Ce n'était pas un hasard. C'était le premier coup d'éclat de la plus audacieuse escroquerie tactique de toute l'histoire navale, la campagne des navires britanniques, dans laquelle la Royal Navy maquillait ses navires de guerre en cargo décrépits pour inverser totalement la relation chasseur-proie de la guerre sous-marine. Sur le papier, l'idée était absurde. Envoyer des navires armés, déguisés en cibles sans défense, dans des eaux où les U-boats allemands rôdaient en toute impunité, en comptant sur l'ennemi pour s'approcher suffisamment afin d'être détruits. La doctrine navale traditionnelle misait sur des navires cuirassés pourchassant les sous-marins à coups de grenades sous-marines et d'hydrophones. Pourtant, entre 1915 et 1918, la Grande-Bretagne déploya 366 navires Q, qui seraient responsables de 11 U-boats coulés et de dizaines d'autres endommagés. L'apparente vulnérabilité de ces navires, leur rouille, leur âge, leur vitesse pathétique n'étaient pas un handicap. C'était toute la stratégie, l'ascension du U-boot. Fin 1914, la menace des sous-marins allemands avait dépassé toutes les projections de la Royal Navy. Les théoriciens navals avaient prédit que les sous-marins serviraient principalement à la défense côtière, trop fragiles et trop limités pour des opérations prolongées dans l'Atlantique. Ils s'étaient lourdement trompés. Les sous-marins allemands de type U-31, entrés en service en 1915, pouvaient rester en mer 6 semaines, filer 16 nœuds en surface et emporter 16 torpilles en plus d'un canon de 88 mm. Chaque torpille coûtait l'équivalent de 1000 livres sterling et nécessitait une solution de tir précise, des armes précieuses qu'il aurait été absurde de gaspiller contre des caboteurs sans défense. Les mathématiques tactiques favorisaient donc les attaques en surface au canon. Un U-boot pouvait couler une douzaine de cargos au canon tout en conservant l'intégralité de ses torpilles pour les navires armés. La routine était simple. Faire surface à 8 cents en 200 yards, ordonner à l'équipage ennemi d'abandonner le navire. Détruire méthodiquement la coque au canon. Mais cela créait une vulnérabilité mortelle. Pendant ces minutes cruciales où le U-boot restait en surface, occupé à bombarder sa cible, il était aussi exposé qu'un navire de surface et bien plus fragile. La coque épaisse d'un U-31 résistait à 50 mètres de profondeur, mais elle était conçue pour la pression de l'eau, pas pour encaisser des obus. Un seul obus de 12 livres pouvait l'anéantir aussi sûrement qu'une torpille. Renverser le rapport de force. La doctrine classique voulait chasser les sous-marins sous l'eau. Mais que se passerait-il si l'on obligeait plutôt le sous-marin à faire surface? Si l'on exploitait sa propre préférence tactique, les attaques en surface contre des navires apparemment sans défense pour le piéger? La réponse de l'amirauté fut le HMS Farnborough, mis en service en mars 1915 comme premier navire qui construit à dessein. Il avait commencé sa vie comme le charbonnier Lauder, 2400 tonnes, construit en 1895, exactement le type de navire que les U-boats attaquaient chaque semaine par dizaines. Les architectes navals vidèrent ces cales et installèrent 4 canons de 12 livres dissimulés derrière des panneaux articulés, un canon de 6 livres caché dans la poupe, un canon de 3 livres camouflé en cargaison. Les 65 hommes d'équipage incluaient des canonniers de la Royal Navy, mais tous portaient des vêtements de marins marchands et vivaient dans des conditions volontairement sordides. Le navire était enregistré sous pavillon marchand. Sa radio restait silencieuse, sauf pour les appels de détresse. Il répandait de l'huile sur l'eau pour simuler une panne moteur. Tout dans le Farnborough criait « victime sans défense ». Une tromperie qui exigeait du génie et des nerfs d'acier. Les critiques de l'amirauté accusaient ces navires d'être des cercueils flottants envoyant de braves hommes à la mort, dépendant d'erreurs tactiques ennemies. Ils avaient raison sur le risque, mais profondément tort sur l'erreur.
Ce qui faisait fonctionner les navires Q, ce n'était pas une astuce technique, mais une mise en scène incroyablement sophistiquée, soutenue dans des conditions qui briseraient n'importe quel homme. Lorsque l'U-boot faisait surface, l'équipage du navire Q exécutait le rituel de la panique. Une partie de l'équipage montait sur le pont, jouant la terreur de manière théâtrale, mettait une chaloupe à l'eau avec une maladresse volontaire, et ramait en s'éloignant, pris de panique. Leurs faux papiers d'immatriculation portaient des noms comme Victoria de Bergen ou Clémentina de Gênes. Leurs vêtements étaient authentiques, achetés auprès de vrais marins. Beaucoup d'officiers qui apprenaient les bases du norvégien, du danois ou d'autres langues neutres pour tromper l'ennemi lors d'un interrogatoire. Un membre d'équipage du HMS de Raven raconta plus tard. Il fallait être réellement convaincant. Si vous ramiez trop bien, si la mise à l'eau était trop propre, si vous n'aviez pas l'air assez terrifié, le U-boot plongeait, et vous aviez gâché des mois de préparation. Pendant ce temps, l'équipage combattant restait caché derrière des panneaux ou sous le pont, immobile comme des statues. Pendant que le sous-marin tirait des coups de semonce, les obus traversant la superstructure à quelques mètres d'eux. Le HMS Panduru encaissa cet impact direct lors d'un engagement en septembre 1916 avant que son commandant, le lieutenant Harry Stewart, ne juge le U-boot suffisamment proche pour assurer une destruction certaine. La discipline exigée était surhumaine. Une prouesse d'ingénierie. Cacher des canons navals sur un navire marchand était un défi colossal. Un canon de 12 livres pesait 610 kg avec son affût, nécessitait 5 hommes et pouvait tirer 15 coups par minute. Il avait besoin d'un champ de tir de 270 degrés, tout en étant totalement invisible jusqu'au moment critique. Les ingénieurs conçurent donc des panneaux articulés déguisés en cabines de pont, panneaux de cale, caisses de cargaison, même en poulailler. Les panneaux étaient contrebalancés pour tomber en quelques secondes. Les canonniers répétaient la séquence des centaines de fois. Déverrouillé, panneau tombe, canon en position, feu. Le premier coup devait partir, disait-on, dans les 7 secondes suivant l'ordre d'ouvrir le feu. Sur le HMS Tamarisk, le commandant Francis-Henri Granfell faisait répéter la manœuvre à ses équipes avec des chronomètres, exigeant une exécution constante en moins de 6 secondes. Le commandant du U-boot n'a peut-être que 2 secondes pour reconnaître son erreur et plonger, nota-t-il. Nous devons le toucher avant qu'il soit sous l'eau. Mais les navires qui portaient une tromperie bien plus profonde que de simples canons cachés. Leur apparente obsolescence au larouille, la fumée, le roulis laborieux dans une mer modérée, relevaient d'un théâtre méticuleusement entretenu. Les navires qui utilisaient du charbon volontairement de mauvaise qualité afin de produire une fumée plus visible. Ils variaient leur vitesse de manière irrégulière pour simuler des problèmes de moteur. Ils inclinaient légèrement sur un côté pour paraître mal chargés ou endommagés. Le HMS Result, en service en 1917, voyait son équipage rouiller réellement les ferrures du pont avec un bain acide et disperser de véritables débris de cargaison cassés, cordages en vrac, chaînes oxydées partout sur le pont. Nous avions l'air, écrivit un officier, d'un navire dont le propriétaire n'avait même pas les moyens d'acheter de la peinture, encore moins d'y cacher des canons de marine. Ce n'était pas accidentel. Les commandants de U-boot ciblaient les navires les plus faibles, les plus lents et les plus isolés, car ils nécessitaient moins de temps d'exposition en surface. Plus un navire qui avait l'air misérable, plus il devenait une cible attrayante. La géométrie tactique d'un engagement avec un navire qui était d'une précision brutale. Un U-boot en surface attaquait typiquement à une distance de 8 cents à 1200 yards, assez proche pour tirer avec précision au canon de pont, mais assez éloigné pour plonger rapidement en cas de danger. Les canons britanniques de 12 livres avaient une portée efficace de 5 milliards, mais leur précision optimale se situait sous les milliards. La décision du commandant du navire Q, le moment où il abandonnait le déguisement et ouvrait le feu, déterminait si l'engagement se soldait par une destruction, un endommagement ou l'évasion du sous-marin. Ouvrir le feu trop tôt, et le U-boot plongeait indemne. Attendre trop longtemps, et il pouvait remarquer quelque chose d'anormal, la façon dont le navire flottait, ou une réaction étrange au tir et disparaître sous les vagues. Gordon Campbell, qui commanda plusieurs navires Q, dont le Farnborough puis le Parguste, développa ce qui devint la doctrine standard. Il laissait le U-boot s'approcher à 600 yards ou moins, à bout portant, où même les premiers tirs d'ajustement pouvaient être mortels. Le U-boot doit s'engager complètement, écrivit Campbell. Il doit être tellement convaincu de votre impuissance que ses guetteurs se relâchent. C'est à ce moment-là que vous le tenez. Le 7 juin 1917, à bord du Parguste, déguisé en navire marchand Victoria, Campbell laissa le U s'approcher à 400 yards et bombarder son navire pendant 25 minutes. Le Parguste reçut 2 douzaines d'impacts. Son grand mât fut arraché. Des incendies se déclarèrent au milieu du bâtiment.
Campbell maintint son feu, allongé dans les décombres avec ses équipes de canonniers, attendant le moment idéal. Lorsque le U-29 s'approcha à 350 yards pour administrer le coup de grâce, les canons du Parguste ouvrirent le feu. Les 3 premiers obus frappèrent la passerelle et la coque sous pression du sous-marin. Il coula en 90 secondes. Les données d'engagement des navires révèlent un calcul cruel. Sur 150 engagements documentés, ou un navire qui ouvrit le feu sur un U-boot en surface. 43 virent le sous-marin plongé à temps. 82 causèrent des dommages, mais non fatal. 25 aboutirent à une destruction confirmée. La différence se jouait sur la distance et la surprise. Les engagements ouverts au-delà de 700 yards n'aboutissaient à une destruction que dans 9% des cas. Ceux ouverts à 500 yards au moins atteignaient un taux de destruction de 62%. La stratégie exigeait des nerfs d'acier absolus, endurer un bombardement soutenu en attendant que la géométrie et la psychologie s'alignent parfaitement. Les critiques affirmaient que cette tactique sacrifiait trop d'hommes pour des résultats marginaux. Après tout, 11 U-boots détruits pour 366 navires qui déployaient semblaient un maigre bilan. Ils passaient totalement à côté de la dimension stratégique. La guerre sous-marine allemande reposait sur les attaques en surface contre des navires marchands, car les torpilles étaient précieuses. Or, dès 1916, la campagne des navires introduisit une incertitude paralysante. Tout navire marchand apparemment sans défense pouvait être un piège mortel. La doctrine allemande dut changer. Les U-boots commencèrent à attaquer à plus longue distance, à utiliser davantage de torpilles contre des cibles mineures, à éviter les engagements en surface. Résultat, baisse du rythme des destructions de navires marchands, hausse des coûts opérationnels, patrouilles plus courtes, efficacité réduite sur tout l'Atlantique. C'était là la vraie victoire des navires Q. Le service des navires Q coûta cependant très cher. Entre 1915 et 1918, 61 navires Q furent coulés, 289 marins furent tués, des centaines furent blessés. Les hommes vivaient dans des conditions volontairement misérables, maintenant l'illusion d'un service marchand, attendant un combat qui ne venait parfois jamais. Le lieutenant William Saunders, commandant le HMS Helgoland, déguisé en voilier, passa 4 mois en mer sans croiser un seul U-boot. Quand enfin U-93 attaqua le 30 avril 1917, son équipage exécuta la manœuvre à la perfection, malgré les tirs à longue distance. Ils endommagèrent suffisamment le sous-marin pour qu'il doit retourner en Allemagne, où il resta en réparation 4 mois. Saunders reçut la Victoria Cross. Il mourut 5 mois plus tard quand un autre U-boot torpilla son nouveau navire, le HMS Prize, avant qu'il ne puisse exécuter son piège. La pression psychologique était immense. Les équipages enduraient des tirs d'artillerie sans pouvoir riposter, attendant dans une immobilité totale alors que leur navire tombait en ruine autour d'eux. À bord du HMS de Ravenne, lors de l'engagement contre l'U-71 le 8 août 1917, le navire reçut plus de 30 coups directs en 40 minutes. Campbell écrivit plus tard. L'équipe du canon arrière était entièrement exposée, les plaques autour d'eux déchirées comme du papier. Je voyais le pointeur suivre le U-boot alors que les obus explosaient à quelques pieds de sa position. Pas un homme ne se mit à couvert. Le de Ravenne fut abandonné et coulé, mais pas avant que ce tir n'endommage si gravement l'U-71 qui dut faire surface et fut capturé. Campbell reçut une seconde Victoria Cross, l'un des seuls 3 hommes à avoir été décorés ainsi durant la Grande Guerre. Les hommes de la Panic Party couraient un danger particulier. Ils s'éloignaient dans des canaux ouverts, espérant que le U-boot ne tirerait pas sur eux, sachant qu'aucune garantie n'existait. Si le navire sombrait prématurément, la Panic Party dérivait réellement en pleine mer, à des kilomètres de la terre, dans les eaux glaciales de l'Atlantique. Si le piège échouait, ils devenaient les témoins impuissants de la mort de leurs camarades. À plusieurs reprises, les équipes de Panic furent contraintes de regarder leurs navires-mères torpillés et couler après l'échec de la supercherie, puis passèrent des jours dans des embarcations ouvertes avant d'être secourus. Pourtant, le service à bord des Q-ships était entièrement volontaire, et il ne manqua jamais de volontaires. Ces navires étaient en grande majorité équipés par du personnel de la Royal Navy Reserve, des marins marchands ayant rejoint la réserve navale et reçu une formation d'artillerie. Ces hommes connaissaient intimement les navires marchands et pouvaient maintenir la tromperie de manière convaincante. Beaucoup étaient des survivants de navires marchands torpillés par des U-boats et s'étaient portés volontaires pour servir sur les Q-ships, cherchant explicitement à se venger. Les problèmes de discipline étaient pratiquement inexistants. Les journaux de bord rapportaient d'innombrables heures d'exercice d'artillerie, de répétitions de déguisement et d'entraînement au contrôle des avaries. Les équipages rivalisaient pour réduire le temps entre l'ouverture du camouflage et le premier tir, tout comme les équipages de destroyers rivalisaient lors des exercices de torpilles. Les commandants de sous-marins allemands n'étaient pas des imbéciles.
et ils apprirent. À la fin de 1916, la doctrine des U-boats avait évolué pour traiter tous les navires marchands avec suspicion. Les commandants gardaient leur distance, étudiaient les navires plus longtemps avant d'attaquer, cherchant des signes révélateurs, la manière dont le navire répondait à la barre, si la panique de l'équipage semblait authentique, s'il envoyait les signaux de détresse appropriés. Certains U-boats commencèrent à tirer quelques coups d'essai avant de plonger, puis à refaire surface un quart d'heure plus tard dans une autre direction pour voir si l'épave apparemment abandonnée avait bougé ou montré un signe quelconque de présence humaine à bord. La campagne des Q-ships devint un duel d'intelligence et d'adaptation. L'amirauté répondit en augmentant la sophistication des déguisements. Plus tard, les Q-ships transportaient de faux chargements élaborés, de véritables piles de bois sur le pont, du bétail, voire des automobiles attachées comme cargaison apparente. Le HMS Hyderabad, opérant en 1917, fut déguisé en navire marchand américain, arborant des drapeaux américains, avec des membres d'équipage capables d'imiter l'accent américain et des papiers méticuleusement falsifiés indiquant un enregistrement à Baltimore. Lorsqu'il fut intercepté par l'U-105 en septembre 1917, le capitaine du groupe de panique, en réalité le lieutenant C. M. Hamlin, RNR, présenta les papiers et défendit la neutralité américaine avec un parfait accent de Boston pendant que le commandant du sous-marin examinait le navire. LU-105 plongea sans ouvrir le feu. Hyderabad ne remporta jamais de victoire, mais il survécut à une inspection qui aurait exposé la plupart des Q-ships. Certains Q-ships commencèrent même à remorquer des sous-marins. Le HMS Taranaki, déployé en 1917, remorquait un sous-marin britannique de classe E, immergé à profondeur de périscope à 400 yards derrière lui, relié par un câble téléphonique. L'idée était que lorsqu'un U-boot attaquerait Taranaki, le sous-marin britannique larguerait son attache et torpillerait l'Allemand par l'arrière, tandis que le Q-ship l'engagerait de l'avant. La tactique ne fonctionna qu'une seule fois. Le 23 juin 1917, le HM Submarine 27 torpilla LUC-44, tandis que l'Allemand se concentrait sur le bombardement du Taranaki. La méthode fut abandonnée peu après. Elle était techniquement complexe, dangereuse pour le sous-marin remorqué et immobilisait 2 navires pour accomplir ce qu'un Q-ship aurait pu faire seul. Le concept évolua ensuite vers une autre direction, des navires à pas délibérément conçus pour ressembler à des Q-ships. En 1917, les services allemands disposaient de photographies et de descriptions de plusieurs Q-ships ayant survécu à des engagements. L'amirauté commença alors à déployer de véritables navires marchands non armés, modifiés pour sembler être des Q-ships. Position de canons factices, structures suspectes sur le pont, naviguant dans des zones infestées de U-boats comme appât. L'espoir était qu'un U-boat, reconnaissant un navire apparemment trop suspect, utilise des torpilles précieuses plutôt que d'opter pour une attaque au canon, ou qu'il évite complètement le navire. Les 2 résultats servaient les intérêts britanniques. Des torpilles gaspillées sur lesquelles ne coulaient pas de véritables marchands, et des U-boats trop prudents diminuaient le nombre d'attaques. La tromperie devint récursive. De faux navires déguisés en navires de guerre déguisés en marchands, tout cela pour paralyser la prise de décision allemande. La campagne des Q-ships réussit non pas grâce à une technologie ou une puissance de feu supérieure, mais parce qu'elle armait les choix tactiques rationnels de l'ennemi. La doctrine allemande des U-boats privilégiait les attaques au canon contre les marchands pour de bonnes raisons. Les torpilles étaient coûteuses et limitées, les munitions de canon, bon marché et abondantes, et les marchands sans défense incapables de riposter. Toute analyse tactique confirmait cette approche. Les Q-ships ne réfutèrent pas cette doctrine et la rendirent dangereuse. C'est là toute la nuance. La Royal Navy ne construisit pas des Q-ships en espérant que les commandants allemands commettent des erreurs. Elle les construisit précisément parce que ses commandants prendraient des décisions parfaitement correctes, mais qui serviraient les intérêts britanniques. Un U-boot qui faisait surface pour bombarder un marchand apparemment sans défense suivait les meilleures pratiques. L'erreur d'intelligence n'était pas tactique, mais existentielle. La doctrine allemande ne pouvait pas concevoir que la Royal Navy déguiserait volontairement des navires de guerre en victimes et les enverrait au combat. Cela violait la logique militaire, les conventions navales et le sens commun. Pourtant, cela fonctionna précisément parce que c'était inattendu. L'impact psychologique sur les équipages allemands fut considérable. Les officiers de sous-marins capturés mentionnaient régulièrement la peur des Q-ships lors des interrogatoires. Le capitaine-lieutenant Klaus Rücker, capturé lorsqu'elle U-34 fut détruit par le Q-ship HMS Stonecrop en novembre 1918, décrivit la tension constante. Chaque navire marchand devenait potentiellement mortel. Nous passions plus de temps à étudier les cibles, à rechercher des signes de déguisement. Cela augmentait notre temps en surface, notre exposition aux avions et aux destroyers. Les Q-ships nous rendaient prudents, et la prudence réduisait notre efficacité. C'était là la véritable victoire stratégique. Non pas les navires coulés, mais le doute semé.
Le principe plus profond était le suivant. Les champs de bataille ne sont pas des laboratoires propres et la supériorité théorique devient souvent insignifiante face à un adversaire qui refuse de se battre comme prévu. Les U-boats allemands étaient technologiquement supérieurs aux navires marchands modifiés à tous égards, vitesse, armement, autonomie, flexibilité tactique. Mais ces avantages supposaient un ennemi prévisible. Les Q-ships exploitèrent non pas une faiblesse allemande, mais leur force transformée en excès de confiance. Le commandant qui s'approchait d'une cible apparemment sans défense n'était pas imprudent, il était efficace. Le Q-ship convertit l'efficacité en vulnérabilité. En 1918, la campagne des Q-ships était pratiquement terminée. L'adoption par l'Allemagne de la guerre sous-marine à outrance en février 1917, attaquant tous les navires, y compris neutres, sans avertissement, réduisit drastiquement les attaques en surface. Les sous-marins utilisèrent de plus en plus les torpilles en immersion, privant les Q-ships de la cible nécessaire pour accomplir leur mission. L'introduction des systèmes de convoi, dans lesquels les navires marchands naviguaient sous l'escorte de destroyers, réduisit le trafic marchand indépendant. Les Q-ships trouvèrent alors moins d'occasions d'être déployés. La dernière destruction attribuée à un Q-ship eut lieu le 11 novembre 1918. Le HMS Inamari, ou Simrich, selon certaines sources, endommagea l'UB-90 si gravement que l'équipage allemand dut saborder son bâtiment. C'était le jour de l'armistice. La guerre prit fin quelques heures plus tard. Le bilan final était saisissant. 366 Q-ships déployés, 11 U-boats confirmés coulés, des dizaines d'autres endommagés, 27 Victoria Cross attribués au personnel des Q-ships, le plus haut ratio de la plus prestigieuse décoration militaire britannique rapporté à la taille d'une force dans toute l'histoire militaire du pays, 61 Q-ships coulés, 289 morts. Après la guerre, les critiques soulignèrent ces chiffres comme preuve que la campagne des Q-ships avait coûté trop cher pour des résultats trop faibles. Ils continuaient, une fois encore, à manquer l'essentiel. La valeur d'un Q-ship ne se mesurait jamais en nombre de navires ennemis coulés par unité, mais en impact psychologique par patrouille. Chaque Q-ship en mer obligeait les U-boats à perdre du temps, à gaspiller des torpilles, à redoubler de prudence. La véritable mesure du succès se trouvait dans le tonnage marchand non coulé, dans l'efficacité des patrouilles de U-boats réduites par l'incertitude introduite. Les historiens navals modernes reconnaissent aujourd'hui les Q-ships comme l'une des premières formes efficaces de guerre navale asymétrique, utilisant délibérément des plateformes inférieures pour exploiter la doctrine tactique de l'ennemi. Le concept réapparut sous diverses formes. Des navires marchands soviétiques transportant des missiles cachés durant la guerre froide, des navires militaires modernes déguisés en cargo civil. Le principe demeure. Quand l'ennemi dispose d'une force supérieure, faites-lui douter de chaque cible. Forcez-le à gaspiller ses armes précieuses, ralentissez ses opérations en introduisant l'incertitude. Gordon Campbell, le commandant de Q-ship qui incarnait l'esprit de ce service, écrivit après la guerre. Nous n'étions pas des héros. Nous étions de l'appât, mais de l'appât avec des dents. Et nous avons prouvé qu'une faiblesse apparente, utilisée correctement, peut devenir une force dévastatrice. Les commandants de U-boat n'étaient pas des imbéciles. C'étaient des professionnels appliquant une doctrine solide. Nous avons simplement rendu cette doctrine solide mortelle. C'était là l'accomplissement essentiel. Transformer la rationalité de l'ennemi en vulnérabilité. Convertir son efficacité tactique en handicap stratégique. Les vapeurs fatiguées, les cargos décrépits, les coques rouillées qui roulaient dans les houles de l'Atlantique avec leurs canons cachés et leurs équipages volontaires n'étaient pas des merveilles technologiques. Ils étaient du théâtre, de la psychologie et du désespoir, fusionnés en doctrine opérationnelle. Ils fonctionnaient précisément parce qu'ils n'auraient pas dû fonctionner. Parce qu'aucune marine rationnelle n'aurait jamais déguisé des navires de guerre en victimes et les aurait envoyés volontairement dans la gueule du loup. Et pourtant, la Grande-Bretagne fit exactement cela. Et les U-boats allemands entraient encore et encore dans le piège, non par stupidité, mais par la terrible logique de la guerre sous-marine. Au final, l'arme la plus efficace n'était pas les canons cachés. C'était le doute lui-même, introduit dans chaque engagement, obligeant chaque commandant allemand à se demander « Est-ce vraiment un marchand sans défense ? Ou est-ce Farbora qui attend pour tuer ?»